Donc, bienvenue à une réunion d'Ita Molière. Nous avons fait jusqu'ici à peu près une réunion tous les mois. Jusqu'ici, nous avions organisé plutôt des tables rondes autour de différents sujets. Nous avons fait des tables rondes autour de la revue, autour des métadonnées, je ne me souviens plus exactement les autres. Et là, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Nous allons présenter une étude de cas. Donc, Marine a accepté de nous parler de l'étude de cas dans une société qui s'appelle FIS. Elle présentera plus en détail. Donc, je l'en remercie parce que c'est toujours un petit peu un challenge. En fait, dans Nita Molière, on a contacté un certain nombre de personnes depuis assez longtemps pour dire est-ce que vous voulez présenter comment vous travaillez chez vous on n'a pas eu beaucoup de succès. Donc, j'espère que Marine vous convaincra que ça vaut le coup parce que c'est très intéressant pour les autres personnes. Et on discute, on verra peut-être après si on a du temps à la fin pourquoi on demandera à Marine pourquoi les difficultés qu'elle a eues, comment elle a réussi à les surmonter. Donc si tu peux passer au slide suivant, Marine, je vais qu'on fasse l'introduction. Qui Ah, arrive là. Voilà. Donc, tout d'abord, présenter nos partenaires nos sponsors qui nous permettent de vivre. Donc, Dita Molière est une association, je reviendrai dessus. Donc, on travaille avec il y a un certain nombre de partenaires qui nous aident, qui nous financent. Donc, la société WHP, qui est une société de traduction spécialisée d'ITA, que j'ai l'avantage de diriger. Une société Componize, qui est un éditeur de CMS qui développe en particulier des technologies, actuellement des technologies dans le cadre de la revue de contenu. Je pense que dans les semaines qui viennent, il y aura une conférence à ce sujet-là. L'Université de Rennes, qui nous héberge déjà, parce que le siège social de l'association est à l'Université de Rennes, et avec laquelle, effectivement, nous collaborons. Donc, Rouen, qui est dans le panel ici, est un stagiaire de l'Université de Rennes, qui est stagiaire auprès de notre association. Donc, je remercie de ce côté-là. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres étudiants ou anciens de l'Université de Rennes qui sont dans l'audience. Nos autres sponsors, donc Ixasoft, qui est un fournisseur de CMS aussi, d'origine canadienne, mais bien présent sur le marché français. Expleo, qui est un prestataire de service, donc anciennement connu sous le nom Assystem, qui est un prestataire de service qui accompagne un certain nombre de clients dans le déploiement de DITA et dans la rédaction autour de DITA. Fluid Topics est un éditeur de logiciels de delivery, de publication ou d'accès, de portail, par exemple, d'un portail de recherche d'informations multi-contenus, provenant de DITA, mais aussi d'autres contenus, qui permet d'accéder et de faire des recherches avancées dans la documentation. C'est-à-dire au-delà du PDF, quoi. Bon, quand on publie sur le web, ça permet d'avoir un accès dynamique. Et 4D Concept, qui est une société française qui développe qui fait des prestations autour de l'ITA, de rédaction, et qui a aussi développé toute une suite de CMS basés sur DITA, principalement à destination de l'industrie, en particulier l'industrie automobile. Voilà pour nos sponsors. Donc, Dita Molière est une association donc, de loi 1901, comme je le disais. Donc, on a un site web, ditamolière.org, dans lequel on retrouve, il y a des articles qui sont publiés. Pas assez, on est toujours preneur d'articles, si vous avez des articles, bien évidemment en français, pour présenter. Vous avez accès à tous nos webinaires passés. Et ça permet d'adhérer. Alors, je vous disais qu'on avait des sponsors, mais on accepte des adhésions individuelles. On a des adhésions individuelles. De tête, Marine, je crois que c'est 20 euros l'adhésion 20 normale. euros pour Voilà, pour un les professionnel, 20 euros pour un an pour un professionnel, avec des réductions très fortes réductions pour les étudiants ou les néo-diplômés. Voilà. Voilà. Donc après, nous avons un site de formation en ligne. Donc,
un site de formation en ligne. J'ai oublié Componize? Non, ah oui, pardon, Oui, tu as dit Componize. j'ai mentionné Componize. Bon, alors si je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. Donc Componize, c'est un éditeur si, de logiciels CMS et de review. Je l'ai dit, Dipo, fallait écouter. Donc, on a un site de formation en ligne, donc peut-être vous connaissez le site learningdata.com qui est édité par Scriptorium, une société américaine. Et donc, nous avons eu les droits et nous avons eu la chance d'avoir des gens, en particulier Marine, pour le traduire ce site en français. Donc, formation en français. Il y a un groupe LinkedIn, je pense que vous avez eu l'occasion, beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de voir par le groupe LinkedIn et par l'événement que nous avons créé. Donc, si vous n'êtes pas partie de ce groupe-là et si vous souhaitez le rejoindre, rejoignez le groupe LinkedIn et ça nous permet de faire des invitations plus facilement. Et puis, nous avons un groupe Google qui a démarré, qui est plutôt pour des questions techniques et la capitalisation des connaissances. C'est-à-dire que le groupe LinkedIn, si on pose une question dans LinkedIn, ça va disparaître assez rapidement. Dans le groupe Google, on peut poser des questions plus techniques et on a l'historique des conversations. Donc, ça démarre. Le groupe Google, n'hésitez pas à demander à demander à en faire partie et à poser des questions techniques. Voilà, pour l'instant, c'est un démarrage, ça prend du temps, donc plus on poste, plus on va y arriver. Voilà, je passe au point suivant. Donc, Dita Molière, c'est quoi? Donc là, on est sur la partie webinaire. Donc, tout le monde connaît cette activité-là. Donc, les tables rondes, des cas d'école. Donc, nos premiers cas d'école, et puis des témoignages. On va essayer d'avoir des témoignages aussi d'experts. C'est du contenu, on l'a vu sur le site web. C'est un kit de démarrage et de démonstration. Alors, c'est bientôt. On aimerait pouvoir mettre à disposition un kit de démarrage avec une documentation en français pour que quelqu'un puisse prendre ça et commencer à travailler sur du contenu. Je pense qu'on peut en trouver par-ci, par-là, mais voilà, un qui soit un peu plus dit à Molière en français, documenté. Et le dernier point, qui est encore un point d'interrogation, c'est nous envisageons d'organiser un événement physique en juin en région à Paris, une journée avec des conférences, donc justement des cas d'école, des points comme ça, autour de DITA voilà, au mois de juin. Ce n'est pas encore complètement ficelé, je dirais. Peut-être que vous verrez passer dans les jours qui viennent une enquête sur LinkedIn en demandant est-ce que vous seriez intéressé, vous seriez participé pour nous aider à calibrer l'événement. Voilà. Donc Paris, pourquoi Paris? Parce que la France étant la France, c'est quand même assez centralisé. Donc beaucoup de choses se passent à Paris. Voilà. Je crois qu'on est au bout donc, de la présentation générale. Donc, je vais passer la parole à Marine. Je la remercie beaucoup. Comme je pense beaucoup de rédacteurs techniques, on est content de ce qu'on fait, mais on est toujours un peu humble ou un peu, on se dit, on se sent pas avoir la crédibilité de parler devant d'autres personnes, en particulier des experts. Donc, je la remercie beaucoup. Et j'encourage beaucoup d'autres personnes à se préparer et à venir nous rejoindre, à témoigner des études de cas. Donc Marine, je te passe la parole. Je remercie Dominique. J'espère que suite à ma présentation, déjà que ça va vous intéresser et qu'ensuite on aura peut-être plus de volontaires à présenter comment ils ont implémenté DITA au sein de leur entreprise. Donc, mon entreprise FIS conçoit des solutions logicielles à destination des banques pour gérer tout ce qui est transactions bancaires. Quand je suis rentrée chez eux, je faisais de la carte. Maintenant, j'ai plus intégré la partie paiement. Donc, c'est vraiment tout ce qui est paiement, virement, prélèvement, que ce soit au niveau CEPA ou international.
C'est à peu près tout ce que je dirais au niveau des paiements parce qu'on va s'intéresser, nous, plutôt à la gestion documentaire des logiciels, enfin d'une suite logicielle que propose mon entreprise aux banques. Donc, les produits que l'on propose à nos clients sont organisés par couches, ce qui veut dire qu'on a un produit de base qui, lui, va contenir, on va dire, tous les traitements de fonds à faire sur les paiements que l'on reçoit. Le produit de base n'a qu'une interface de communication, il ne sait parler qu'une seule langue, euh, qu'un seul langage. Et donc, pour pouvoir éventuellement pouvoir traiter d'autres opérations bancaires, ben, il va nous falloir euh, des- une personnalisation. Donc, c'est pour ça que sur ce produit de base, peuvent venir se greffer un produit A qui, lui, va communiquer plus avec les systèmes européens, avec la norme CEPA, ou un produit B qui, lui, va communiquer plus à l'international, avec les normes qui sont utilisées, donc les normes de communication qui sont utilisées à l'international, ou un produit C qui va utiliser encore un autre protocole de communication, sachant que ces produits-là, en plus des fonctionnalités que propose le produit de base, va proposer d'autres fonctionnalités, tout comme les produits B et C vont chacun proposer des fonctionnalités qui sont différentes des autres. À partir du moment où on va trouver une fonctionnalité dans le produit A, mais qu'on va aussi en avoir besoin, par exemple, dans le produit B, on va le remettre dans le produit de base. Et sur ces couches produits, on va aussi avoir les couches qui sont plus projets, où là, par exemple, on peut avoir un projet qui va à la fois utiliser ce qui est contenu dans le produit A et le produit B, parce qu'il va à la fois communiquer avec le secteur européen, par exemple, et à la fois avec le secteur international. Et il va avoir besoin déjà des deux protocoles de communication, mais peut-être aussi des choses qui sont spécifiques au produit A et des choses qui sont spécifiques au produit B. Ou alors, on peut avoir aussi un projet B qui, lui, va se baser que sur le produit C, mais il va peut-être avoir un champ un peu plus restreint ou avoir des spécificités qui ne sont pas définies dans le produit C, mais qu'il a besoin et qui sont vraiment propres à ce projet et qu'on ne peut pas remettre dans un autre projet. Et de toute façon, à partir du moment où ça va être utilisé pour d'autres projets, eh ben, ça va redescendre sur la couche en dessous, voire sur la couche de base. Donc, quand moi j'étais dans la société, au début où j'étais dans la société, la documentation, partout, c'était du Word, encore du Word. Donc, c'était les spécifications, les guides utilisateurs, les dossiers de test, tout ça, c'était du Word, et quelle que soit la couche sur laquelle on travaillait. Et un jour, la question s'est posée, on avait une interface utilisateur qui commence à devenir obsolète, et on s'est posé la question d'une nouvelle interface utilisateur. À l'occasion de cette nouvelle interface utilisateur, on s'est aussi posé la question de revoir comment on gérait la documentation pour le coup utilisateur. On propose une interface, on va pouvoir peut-être lui proposer de l'aide en ligne, on va pouvoir proposer des services supplémentaires que ce qu'on faisait avec l'ancienne interface. Et là, pour la nouvelle gestion de la documentation utilisateur, il y a quelqu'un qui a dit, mais on a déjà du docbook pour certaines documentations, puisque c'était des services qui étaient au départ dispatchés un peu à droite à gauche, sans vraiment de process identique. Et donc, il a dit, bah, écoutez, il y a encore mieux que DocBook, il y a Dita. Et on est donc parti pour documenter cette nouvelle interface utilisateur sur Dita. Donc maintenant, je vous propose de voir un peu plus le processus de documentation, comment nous, les rédacteurs techniques, on va travailler à faire la documentation de cette interface utilisateur.
Bah, à la base, il faut définir l'interface utilisateur. Et ça, ce n'est pas notre travail, c'est le travail des analystes. Ou avec un outil interne, pour chaque couche, donc que ce soit la couche du produit de base, que ce soit au niveau du produit C ou du produit B, ils vont définir les écrans qui sont spécifiques à chaque couche. Voire, ils vont surcharger les écrans de la couche du dessous parce qu'ils vont avoir besoin de champs en plus, de champs en moins, d'actions en plus, d'actions en moins. Voilà. Donc, les analystes définissent ces écrans avec l'outil interne. Quand ils ont terminé, ils nous le signalent et nous, à partir de cet outil interne, on génère nos fichiers DITA qui sont des fichiers de référence. Au moment où on n'a qu'une coquille vide, on a juste des fichiers de référence. Ces fichiers de référence qui sont générés, il y en a 4 types. Il y a déjà un fichier par écran. Ces fichiers vont contenir les tableaux et les actions que l'on a dans chaque écran. Les tableaux, ça va être les champs, les descriptions, la description de ces champs. J'ai un champ nom, ben, qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce que je dois faire avec ce champ, et les actions génériques qui sont possibles à partir de cet écran. On a aussi un fichier qui contient les liens vers les tableaux des différents écrans. On verra un peu plus tard pourquoi ça va nous être utile à nous, rédacteurs techniques. Un fichier contenant les menus et sous-menus, parce que pour un même menu, on peut avoir des noms différents. Ça, pareil, je vous montrerai un exemple par la suite. Et un fichier qui contient les liens vers les actions. Donc ça, ce sont les 4 types de fichiers de référence qui sont générés et sur lesquels nous, on a très peu d'actions, à part dire aux développeurs de notre outil interne, bah voilà, il nous faut une amélioration ici ou là, ou ceci, c'est pas bon, et voilà. Donc, à partir du moment où on a ces fichiers-là, nous, au niveau de notre éditeur XML, on va définir au niveau de la base les fichiers DITA qui vont utiliser le contenu des fichiers générés, mais le présenter de façon plus conviviale, plus facile à lire pour un humain. On va le faire aussi au niveau du produit C. Et la carte se trouve toujours au niveau du produit sur lequel on génère la carte. Si je génère la documentation utilisateur pour la base, je vais utiliser la carte DITA au niveau de la base. On est sur un logiciel multicouche, donc au niveau du produit C, j'ai ma carte DITA. Et dans ma carte DITA, je fais appel aux fichiers DITA qui sont au niveau bas, au niveau inférieur, quand ceux-ci ne sont pas surchargés au niveau supérieur dans le produit C. Et il fait appel aux fichiers qu'il a générés, qui nous ont été générés et qui sont spécifiques à lui. Et on va retrouver le même principe sur un projet qui viendrait s'appuyer sur le produit C, donc le projet B, où là, ben, il va faire appel aux cartes qui sont au niveau de la base, aux DITA qui sont au niveau de la base, aux DITA du produit C et à ses propres DITA et à ses propres fichiers de référence. Comme vous le voyez, les fichiers de référence de la base ou du produit C, à ce niveau-là, ne sont pas utilisés. Dans la carte DITA, c'est déjà une carte de type bookmap parce qu'il y a des informations qui sont, il y a plus d'informations et c'est pour générer notamment le manuel utilisateur, on va avoir plus d'informations qu'on va pouvoir retrouver après dans le manuel utilisateur. Et surtout, on met à l'intérieur de la balise front matter les appels aux fichiers de référence. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 4 types de fichiers de référence. Et là, on en a 5. Parce qu'en fait, on en a 3. Les menus, les inputs et les actions qui sont, eux, générés
par notre outil interne, mais le fichier de référence pour les descriptions des actions, lui, c'est un fichier qui est maintenu par nous, où là, on va pouvoir dire de façon toujours facilement compréhensible par un humain ce que fait l'action. Et un fichier image qui lui est utilisé pour référencer les images qui sont utilisées dans la documentation, que ce soit au niveau des pages d'aide ou au niveau du manuel utilisateur. On retrouve des chapitres pour les grandes parties de l'interface utilisateur, des rubriques qui sont de type concept pour présenter vraiment les différentes parties. Et là, on n'appelle pas du tout les fichiers de référence pour récupérer les tableaux, ou de type tâche, où là, on va vraiment avoir le contenu des écrans. Par défaut, dans cette carte, on va appeler les rubriques du produit de base. Si j'ai besoin, si la rubrique a été surchargée par le produit C, c'est cette rubrique qu'on va utiliser. Et si au niveau du produit B, j'ai vraiment besoin, parce que le produit C, il y a des choses qui ne me conviennent pas, et ben je vais à nouveau surcharger au niveau du produit B. Mais ça reste, à chaque fois, j'en ai de moins en moins qui sont dans la couche du dessus. Donc là, maintenant, on va vraiment plutôt rentrer sur... Je vais essayer de vous montrer un peu l'articulation avec ce fichier d'exemple. Donc là, j'ai pris une tâche, puisque c'est ce qui va représenter l'écran. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Donc, on va retrouver des balises obligatoires, comme le titre. On va avoir une short desk où là, on fait le distinguo entre ce qui va apparaître dans les pages d'aide que de ce qui va apparaître dans le vue d'utilisateur. Et des fois, ça dépasse aussi les 50 caractères. Et on peut avoir la balise pré-rec, notamment pour, comme vous le voyez, pour le guide utilisateur, puisque quand on a un manuel utilisateur, on n'a pas forcément l'écran de face et on se demande un petit peu comment je fais pour y accéder, alors que dans les pages d'aide, je suis déjà sur mon écran, je n'ai pas besoin de savoir comment j'ai fait pour accéder à mon écran. Et donc sur le guide utilisateur, notamment, on va retrouver tout ce qui est menu. Pour accéder à mon écran, il faut que je parte de ce menu-là et que je sélectionne ce menu-là. Et là, j'ai mon écran qui apparaît. Mon écran, il affiche des champs. Qu'est-ce qu'il affiche comme champ? Là, on voit, on fait un concairef vers notre keyDef input avec le nom de l'écran. On va y revenir. Et pareil, on fait un concairef vers le keyDef des images avec le nom de l'écran. Le nom de l'écran, l'ID de la task est très important puisque c'est elle qui va vraiment pouvoir nous aider à définir les menus, les keyDef, enfin les identifiants où on va pouvoir retrouver les informations. Et de même, on a les actions avec le nom de l'écran. L'action, là, on va pouvoir aussi les retrouver. On va aller. Donc, quand on va générer, là-dessus, on ne voit pas trop ce que ça va donner, mais si on passe sur la vue auteur ou si on génère, si je génère au niveau de mon produit de base, je vais voir que mon menu principal écran, ici, il s'appelle flux de travail. Si je génère au niveau de la documentation au niveau du produit C, ça s'appelle toujours flux de travail, mais le projet B a décidé de l'appeler tableau de bord. C'est leur choix. Pareil pour le nom de l'écran. Au niveau de la base, on va l'avoir appelé tâche, produit C va l'avoir appelé action, et puis le projet B à traiter. C'est vraiment des exemples que je vous donne. Et dans le tableau, comme je vous l'ai dit, on va retrouver la liste des champs et leur description. Le produit C, il contient les champs qu'on a dans la base, puis éventuellement les champs qui vont avoir ajouté ou les champs qui vont avoir retiré, ils ne sont plus là.
Et pareil au niveau de la couche de projet B. Et pour les actions, ben, dans la base, j'ai qu'une action. Au niveau de la documentation du produit C, je vais avoir 2 actions et au niveau du projet B, je vais avoir 3 actions. Donc, dans les fichiers générés, ce sont vraiment que des extraits des fichiers qui sont générés. Donc, dans mon KeyDef action, je vais avoir le nom de l'écran action qui, lui, va faire appel au fichier généré non écran et à la liste des actions qui sont contenues dans ce fichier-là. Et dans ce fichier-là, bah, si on voit, on va le voir. Donc, il y a ma table, on a appelé par input nom d'écran détail, et il y a ma liste des actions. Et dans cette liste d'actions, je fais appel à Desk Action, un autre KeyDef qui, lui, va décrire les actions et qui est, lui, maintenu par nous. Donc, lui, il va, pour chaque élément LI, va vraiment avoir la liste des actions, ce que l'utilisateur peut faire à partir de cette action-là. Et donc, voilà. Une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on a, on a enrobé nos fichiers générés pour que ce soit plus convivial à lire, on a donc l'édita, on a nos KeyDef, on a nos fichiers générés, on a notre carte d'édita, et ben, il nous faut aussi nos images. Et les images, c'est les développeurs qui nous les génèrent automatiquement, parce qu'il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs centaines d'images dans notre documentation finale, et on ne peut pas s'amuser à prendre 400, 500, 600, voire pratiquement 1000 images pour chaque release. Donc, ça a été automatisé par les développeurs via un job Jenkins, et ce qui nous permet de les récupérer, de les intégrer, et avec le Dita Open Toolkit, on génère le manuel utilisateur avec les images générées automatiquement et les pages d'aide que l'on va ensuite transmettre aux développeurs qui, eux, vont les intégrer à l'application web. Voilà. Si vous avez des questions, si j'ai été trop rapide, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Écoute, moi j'en ai quelques-unes, Marine. Le lancement de Dita, le choix de Dita a été fait. Comment ça s'est imposé? C'était au niveau de l'équipe de rédaction technique, ou ça a été un choix plus corporate? Alors, ça n'a pas été un choix corporate, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, on a encore du Word. On a encore du mal à faire comprendre aux équipes comment on fonctionne. Et on a des documents qui sont encore en DocBook, d'autres qui sont encore en Word, et on espère, mais il y a une mise en conformité, il y a une volonté de l'entreprise de mettre ça en conformité, et pour le moment, ce n'est pas encore arrivé jusque chez nous. Ça s'est fait que mon collègue, rédacteur technique, qui m'a aussi amené à Dita, rédigeait la doc de l'outil interne qui nous permet de générer nos fichiers d'entrée. Donc, il faisait la documentation en DocBook de ce produit-là, et il a dit, bah, attendez, il y a Dita qui existe, et c'est un peu par lui que c'est arrivé. Donc ça s'est fait sans la validation par la direction générale, donc après, ou dans la direction. Donc après, ça s'est su, il y a des investissements qui ont été demandés correspondant à ça, ou comment ça a été vendu à l'interne, ou est-ce que ça reste toujours un peu caché ou Alors, magique?
ça a été vendu un peu en interne parce que il y a un peu de magie, parce que on appuie sur un bouton et on a la doc qui est générée. On a eu des personnes qui ne connaissent pas trop DITA qui ont vendu ça à d'autres en disant bah, une fois que ce sera fait, on n'aura plus qu'appuyer sur un bouton. Bon, c'est un peu plus complexe que ça et nous, rédacteurs techniques, on a aussi comment dire, de la pédagogie à faire à ce niveau-là pour leur dire bah, non, il y a un peu plus que appuyer sur un bouton, mais ce n'est pas 15 semaines ou un mois de travail parce qu'on a tout un Word à retaper. Et pour répondre à Jean-Christophe, la formation des rédacteurs techniques à DITA se fait sur le tas. On n'a aucune formation interne. On met les mains dans le cambouis. Toi-même, tu n'étais pas de base rédactrice technique, c'est ça, si je me souviens? Voilà, je ne suis pas de base rédactrice technique. Je n'ai aucune formation à la rédaction technique. J'ai appris tout ça sur le tas. D'où aussi ma volonté de traduire le site learningdita.com parce que je trouvais ça dommage qu'il n'y ait aucune ressource en français. Et donc, et par la suite, est-ce que le choix de DITA a été challengé à l'intérieur d'entreprise? Parce que vous êtes une entreprise assez large, donc il doit y avoir d'autres groupes qui utilisent ou d'autres personnes qui utilisent DITA Alors, ou d'autres standards. Peut-être tu parlais, il y avait du DocBook. Dans certaines entreprises de logiciels, on entend parler souvent de Markdown, de choses comme ça. C'est des choses que vous avez vécues aussi? alors moi, je connais DocBook. Je n'ai jamais utilisé DocBook personnellement, mais je connais DocBook parce que mon collègue, lui, continue à faire de la documentation en DocBook jusqu'à présent. Alors, quand ce système a été mis en place, on ne s'appelait pas FIS et depuis, on a été racheté. Donc, il y avait aussi, comment dire, il y avait aussi des choses qu'on a apportées, nous, à FIS. Et je sais qu'aux États-Unis, ils ont un gros pool de rédacteurs techniques. Et là, ils sont passés sur un outil, un CCMS, pour pouvoir justement passer tous les Word en DITA. Et il y a une grosse énergie de mise pour pouvoir vraiment passer à la norme DITA de façon globale. Pour répondre à Nicolas, actuellement, on utilise Oxygen XML et le DITA-OT que nous, on entretient. On n'a aucun architecte d'information qui gère pour nous le DITA-OT. Dès qu'on a besoin d'une amélioration, dès qu'on a besoin de changer une information au niveau des sorties, il faut qu'on aille mettre les mains dans le cambouis. Est-ce qu'il y a des interactions entre les différents groupes de technologie? Je ne vois pas trop ce que tu attends comme réponse, Jean-Christophe. Tu dois Je peux... pouvoir parler, Jean-Christophe. Ouais, excuse-moi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, tu as présenté le fait qu'il y a plusieurs types de documentation qui sont répartis sur tout le groupe. Et est-ce que vous avez des inputs, par exemple, à partir de Word, des choses comme ça, ou est-ce que vous devez faire des sorties enfin, les sorties d'ITA que vous avez, est-ce qu'elles sont utilisées dans les groupes qui utilisent Word ou des choses comme ça? C'est ce genre d'interaction entre les différents ouais, entre ces différentes technologies, est-ce qu'il y a il y a des échanges, comment ça se passe, quoi, ces transferts d'informations entre les différents groupes Alors, technologiques, quoi. en gros, les analystes fonctionnels, eux, font beaucoup de documents Word, enfin de moins en moins, mais documents Word. Ils ont du mal à nous lâcher la responsabilité de les passer en DITA. Ils veulent, c'est de la politique. Donc là-dessus, en fait, chaque groupe reste un petit peu avec cette technologie. Maintenant, on voit bien que depuis les États-Unis, il y a quand même cette volonté de tout passer en DITA pour que ce soit, comment dire, plus facile
et peut-être plus rapide à faire la documentation, à réutiliser des petits bouts, et au lieu d'avoir des copier-coller et 10 fois la même erreur dans 10 documents différents qu'il faut corriger. Par contre, nous, on ne fait aucune sortie en Word. C'est du PDF ou du HTML. Alors. Marine, Frédéric, j'ai une question. Donc, je travaille à WHP avec Dominique. C'est une question un petit peu précise sur le type de documentation que vous pourriez avoir qui concerne les release notes. On sait que les release notes suivent les itérations de développement de produits et donc sont en lien direct avec les équipes de développeurs. Est-ce que vous gérez les release notes et comment vous les gérez? Alors, à ce jour, nous, on ne gère pas les release notes. Je sais pas du tout, et je ne saurais pas te dire comment elles sont générées, sinon qu'elles sont générées plus ou moins automatiquement par rapport aux anomalies aux tickets qui sont mis dans la doc. D'accord. Puisque les développeurs, c'est un ticket, une fonctionnalité, et donc quand on délivre le ticket, qui part en release, la release sait que c'est ça, donc il récupère les commentaires du ticket pour les mettre dans la release note. D'accord, donc elles ne sont pas structurées en fait, les release notes, elles n'ont pas du tout non. de support, c'est parce que ça pourrait aussi venir de la construction de la documentation, je pense. Non, ça pourrait s'imbriquer dans la construction de la documentation, mais là, bon, c'est un autre sujet et rendre la documentation plus agile en fait. Oui, mais pour le moment, c'est pas encore arrivé. Encore une fois, on a vraiment des fois du mal à faire comprendre aux gens comment on peut utiliser Dita et comment on peut optimiser. Capitaliser, bien sûr. Voilà. Et oui, oui. Voilà. Et oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Alors, pour le stockage de la doc, on a, nous, au sein de notre équipe, on n'a pas de CCMS et donc on stocke la doc sur SVN. Mais bon, on essaye de pousser pour récupérer le CCMS qui a été choisi par les États-Unis et pour pouvoir générer notre documentation comme ça. Et les documentations avec DitaOT ne sont pas des sorties par défaut, ce sont des sorties que nous, on customise parce qu'il nous faut le look and feel FAS. Donc, on ne peut pas, les titres doivent avoir telle police, telle taille de police, telle couleur, les tableaux pareils. Donc voilà. Marine, tu suis les questions? Oui, je suis les questions. Alors, nos modifications d'ITAOT ne sont pas reversées au code principal. Ce sont juste des modifications au niveau de la customisation. Alors, pour celles qui auraient une utilité pour la communauté d'ITAOT, j'ai posté un message sur le Google Group pour notamment tout ce qui est images, puisque nous, on avait un problème avec les chemins des images que j'ai fini par résoudre. Et si vous voulez aller voir comment j'ai fait, je vous invite à aller voir dans le Google Group. Et est-ce qu'on suit les releases de DitaOT? Alors, le DitaOT, le dernier que l'on a, celui qu'on utilise actuellement, c'est le 3.4.1. On a besoin d'une modification de notre outil interne pour passer au-delà du 3.4.1, donc au 3.5 et au-delà. Et il faut encore qu'on regarde comment passer au 4.0 qui est sorti il n'y a pas longtemps, parce que là, pareil, il y a des grosses modifications et on ne peut pas seulement dire je reporte mes customisations dans ce DitaOT. Et dans le même ordre d'idée, Dita 2.0, c'est un sujet ou pas? Dita 2.0, c'est un sujet que l'on a commencé à voir, et notamment, alors, on sait qu'on va encore avoir un travail avec tous les tags de type Substep
parce que ceux-là vont disparaître en 2.0, puisque la balise STEPS va être plus souple. À ce niveau-là, on va pouvoir imbriquer les steps les uns dans les autres. Donc, toutes les balises sub-step vont disparaître. Et pour le coup, nous, il va falloir qu'on fasse une modification. Mais sinon, à part ça, on a enlevé pratiquement les knife tattle, les attributs knife tattle pour mettre des topic meta knife tattle à la place. Donc, on s'est préparé pour DITA 2.0. D'accord. Bon, écoute, Marine, je crois qu'on approche de la fin, on n'a pas d'autres questions en ligne. Moi, je voudrais te poser une question maintenant sur la préparation de cette étude de cas. Donc, est-ce que tu peux nous dire quels étaient les écueils que tu as eus à titre personnel ou pour présenter, ou quelles étaient tes réticences, et est-ce que tu peux essayer de convaincre là tous les gens qui nous écoutent que c'est pas si compliqué que ça de faire une présentation à Dita Molière? Alors, déjà, je pense que c'est une présentation que j'aurais pu faire plus tôt, mais avant, j'avais un problème, on va dire, de temps. Et puis là, en septembre, j'ai un projet qui s'est terminé, qui m'a libéré, un projet personnel qui s'est libéré, qui m'a permis d'avoir du temps. Donc après, il y a eu toute une phase, on va dire, de réflexion. Qu'est-ce que je vais mettre dans la présentation? On a quand même pas mal documenté notre processus de documentation, surtout pour pouvoir communiquer avec les autres équipes. Donc, c'était un exercice qu'on avait l'habitude de faire en anglais. Il a fallu que je repasse un petit peu en français. Et après, surtout, il a fallu que je vide tous mes slides du contenu spécifique à FIS. C'est pour ça que j'ai mis projet A, projet B. Vous avez vu que c'était assez vide. Mais le principe, c'était vraiment de montrer les mécanismes derrière. Donc après, ça m'a pris peut-être une après-midi vraiment pour préparer mes slides. Après, je les ai fait valider. Après, j'ai fait quelques retouches. Ce n'était pas si chronophage, mais c'est vrai qu'il faut avoir la volonté de le faire et puis de se prendre le temps. Mais après, ça valait le coup, puisque juste après ta présentation, tu vas recevoir une dizaine d'offres d'emploi, je pense. Voilà. Donc, je pense que ça vaut le coup. C'est un bon investissement. On en parle au mois de juin. Je leur dirai ça. D'accord. Ou avant, mais je pourrais en reparler peut-être un peu plus au mois de juin. D'accord. Très bien. Bien, écoutez, écoute, d'abord, je tiens à te remercier beaucoup pour cette présentation. Je pense que c'est très intéressant. Je pense que c'est inspirant pour certaines personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, comment structurer leur information. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent aussi la question de savoir comment collaborer avec les équipes de développement. Je connais quelques personnes autour de la table dont je sais qu'elles ont ce sujet-là. Donc, je crois que c'était très inspirant. Les coordonnées de Marine, vous pouvez les trouver assez facilement si vous avez des questions à lui poser. Il y a Dita Molière, il y a LinkedIn, voilà, je pense que c'est assez facile à trouver. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Donc, je tiens vraiment à remercier Marine, non seulement pour cette présentation, mais aussi pour tout son investissement personnel autour de Dita Molière, puisque c'est elle qui administre le site web. Elle se trouve être la trésorière de notre association aussi, donc elle est au courant de toutes les souscriptions, et puis elle s'est quand même impliquée dans learningdita.fr. Donc, je pense que c'est une personne en France qui est vraiment engagée, c'est Marine. Dans nos prochains événements, on a prévu dans le mois prochain une présentation autour de la fonction de revue. On a eu une table ronde sur la revue le mois dernier, l'année dernière même. Et donc, on rentrera un peu plus dans une solution, qu'est-ce qui peut être fait, donc qui sera présenté, je pense, par nos amis de Componize. Par la suite, nous envisageons une autre étude de cas, mais c'est un peu tôt pour en parler puisque je n'ai pas l'engagement formel, mais ça devrait suivre au mois de mars. Et encore une fois, donc au mois de juin,
on essaie d'envisager un événement physique sur Paris, d'une journée, dans un hôtel à Paris. Donc, voilà, si vous avez des choses à faire à Paris, si vous pouvez les décaler au mois de juin, on vous tiendra au courant et peut-être une enquête d'ici là pour savoir quand c'est ou qui serait intéressé à participer. C'est très difficile pour nous d'arriver, comme c'est le premier événement, d'arriver à calibrer l'événement, savoir est-ce qu'on sera 10, est-ce qu'on sera 50 ou est-ce qu'on sera 3000. Donc, ça change un petit peu. S'il faut savoir s'il faut réserver le Zénith ou le Palais des Congrès pour organiser notre séance. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. À très bientôt. Restez en ligne. Et donc, d'ici un mois, donc la prochaine table ronde. Voilà. Merci beaucoup et merci Marie. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.